Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche. Abdelmadjid Tebboune à Ankara pour une visite d'État de 3 jours. Le président algérien aura notamment des entretiens avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sur le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les Palestiniens commémorent sous haute tension le 74e anniversaire de la Nakba. Les affres de la tragédie de 1948 perdurent encore aujourd'hui. Le droit de retour est toujours bafoué. Près de 4 millions de Libanais votaient ce dimanche pour élire leurs députés. Un premier test pour les figures politiques ayant émergé à la suite du soulèvement populaire déclenché en octobre 2019, suivi d'un effondrement de l'économie libanaise. Énième tuerie aux motivations raciales aux États-Unis. Un homme blanc de 18 ans ayant ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo dans l'État de New York tue au moins 10 personnes, dont une majorité d'Afro-Américains. Bonsoir à tous. La coopération algéro-turque a l'honneur à partir de ce dimanche. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé à Ankara en Turquie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Abdelmadjid Tebboune est accompagné lors de cette visite d'une importante délégation ministérielle. Tugay Hakan Büyükçulu, Ankara Merkez Komutanı. Hoş geldiniz Sayın Ekselans. Sağ ol. Teşekkür ederim. Et 3 jours durant, les présidents algériens et turcs auront des entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les renforcer davantage, mais pas seulement. Sofiane Baroudi. La visite d'État en Turquie entamée par le président algérien, qui y conduit une délégation de haut niveau, sera le moyen de multiplier les entretiens en vue du renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Turquie, pays frères. Au menu, l'approfondissement des moyens de la coopération dans plusieurs secteurs de grande importance. Le volet économique et commercial sera probablement examiné amplement. Alger et Ankara ont lancé plusieurs projets communs, principalement dans l'industrie énergétique, la pétrochimie et la métallurgie. Les dossiers internationaux et régionaux d'intérêt commun auront la part belle, à l'instar du conflit en Ukraine où les deux pays aspirent à jouer un rôle de médiation positive. La Turquie, hautement préoccupée par ce conflit de grande intensité, déploie des efforts pour trouver une solution diplomatique. La visite du ministre des Affaires étrangères russe en Algérie a confirmé le poids grandissant de la nation nord-africaine dans le nouvel échiquier mondial. L'Algérie se veut en effet le promoteur d'une politique de paix et de stabilité et plaide volontiers pour les solutions politiques aux conflits armés. La Libye sera certainement au cœur des pourparlers. La Turquie et l'Algérie sont deux acteurs influents dans la région et affichent une volonté commune afin de résorber la crise que vit ce pays frère depuis plus d'une décennie. À ce propos, le président turc Recep Tayyip Erdogan a été le premier chef d'État étranger à effectuer une visite officielle à Alger, au lendemain de l'investiture du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elle a été l'occasion de lancer un mécanisme bilatéral de dialogue stratégique et d'intensifier les échanges dans plusieurs secteurs, mais aussi d'optimiser les perspectives de coopération. L'Algérie et la Turquie sont aussi deux nations importantes dans l'organisation de la conférence islamique. Les deux États déploient également des efforts dans le soutien à la cause palestinienne, principalement pour conférer au peuple de Palestine une protection internationale, le protégeant des exactions récurrentes perpétrées par le régime d'apartheid imposé par l'occupant sioniste. Enfin, l'axe Alger-Ankara, tirant sa force d'un référentiel historique puissant, se veut être un pôle pesant dans l'espace méditerranéen en grande bifurcation. Dans une conjoncture internationale marquée par de grands bouleversements géopolitiques et une reconfiguration des rapports de force globaux, les deux États frères aspirent à la construction d'un monde multipolaire.
Et le chapitre économique sera bien entendu de la partie, jouissant d'un volume d'échanges non négligeable. Celui-ci est amené à atteindre les 5 milliards de dollars et touchant plusieurs secteurs. Karim Bouaziz. Une visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune à Ankara sur invitation de son homologue turc, dont le vecteur est d'abord et avant tout la densification des relations politiques, mais surtout économiques. On le sait, selon les prévisions, la capacité de volume d'échange entre les deux pays peuvent atteindre les 5 milliards de dollars au lieu des 3,5 actuels. Un chiffre qui pourrait facilement doubler assez rapidement si l'on en veut pour preuve les quelques 1200 entreprises en activité sur notre sol, dont une trentaine représenteraient des investissements directs d'environ 3 milliards de dollars avec 10 000 personnes employées à la clé. À l'échelle africaine, l'Algérie est le second partenaire commercial de la Turquie, 7e en matière d'investissement. Or, celle-ci compte bien donner davantage d'élan et sur le long terme à la coopération bilatérale. Car Alger au potentiel certain est d'abord et avant tout la porte d'un continent qui promet à contrario d'une Europe saturée en termes d'investissement. Et des hommes d'affaires turcs ont vite compris les opportunités. Maroquinerie, bâtiments, mais surtout et avant tout textile, sidérurgie, dont le but à moyen terme est l'exportation vers les pays africains d'abord, mais avec l'impérieux besoin de diversification de l'économie algérienne hors hydrocarbures, la Turquie, le sait, a une carte à jouer. On peut citer encore la production mécanique trop vite enterrée par une malencontreuse entente par le passé ou encore la pétrochimie. Les ambitions turques sont réelles et les officiels de part et d'autre l'ont compris et comptent bien déployer les conditions pour que les deals perdurent. Et à noter que le président Abdelmadjid Tebboune procède à l'instant à la rencontre des membres, des représentants de la communauté algérienne établie en Turquie. Je vous rappelle également qu'il aura des entretiens avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, notamment sur les questions régionales et internationales d'actualité. Je vous en parlais en titre, les Palestiniens commémorent avec tristesse ce dimanche une date qui aura changé radicalement le cours de la vie de plusieurs générations. Il s'agit de la Nakba de 1948, littéralement tragédie en français. 74 ans après, le supplice des Palestiniens perdure. Leïla Guertal. 74 ans après la triste date de l'exode des Palestiniens, rien n'a changé. Pour les Palestiniens, tensions, violences, incursions, arrestations abusives, terrorisme ouvert. Une date à double connotation alors qu'une entité célèbre sa naissance illégale en violation des droits de l'homme et du droit international, la nation ayant droit, les autochtones de la terre sont appelés, eux, par la force, par les armes, par la complicité lâche de la communauté internationale à quitter leur pays. La galère des Palestiniens alors ne fait que commencer. Un long et pénible exode sera vécu par les Palestiniens. Des années d'errance et de perdition les obligeant à s'éparpiller dans plusieurs pays voisins et des pays frères, de la Jordanie au Liban, en Syrie, en Tunisie ou encore en Algérie, les Palestiniens deviendront les réfugiés et les déplacés les plus célèbres que l'histoire contemporaine est connu. Et comme si leur malheur ne suffisait pas à lui seul, ils deviennent coupables d'être victimes, coupables d'avoir laissé leur terre, d'avoir fui la terreur subie par le groupe terroriste sioniste Haganah. Les Palestiniens ont eu l'errance en héritage lorsque leurs ennemis ont eu leur terre en récompense d'une communauté internationale complètement acquise à l'État voyou. Des accords des camps David à ceux d'Oslo, le droit de retour des Palestiniens s'amenuise de jour en jour, telle une peau de chagrin, du devoir de mémoire et contre l'oubli. 74 ans après, il ne reste plus aux Palestiniens qu'une clé en témoin de l'histoire, celle de la maison qu'ils ont quittée, la mort dans l'âme. دخلوا بيتي قتلوا ولدي اغتصبوا امرأتي Et comme à l'accoutumée, les Palestiniens ont répondu présents en nombre pour marquer cet anniversaire, notamment à Ramallah en Cisjordanie occupée, munis de drapeaux palestiniens. Et
Et la provocation des forces de l'occupation sioniste ne faiblit pas. Même en ce jour, des dizaines de colons se sont introduits ce dimanche dans la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police de l'occupation. Les colons ont effectué des tours provoquants dans les esplanades de la mosquée sainte et sont entrés par la porte des Maghrébins selon des sources locales. Et aujourd'hui encore, un Palestinien est décédé ce dimanche donc des suites de blessures infligées 2 jours plus tôt par les forces d'occupation israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il s'agit de Daoud Azoubeidi, âgé de 43 ans. Il était le frère de Zakaria Azoubeidi, ex-leader de la branche armée du mouvement Fatah. Nous, représentants du mouvement Fatah à Jenin, ville du martyr Ziyad al-Amer, toutes les institutions de Jenin et tous les Palestiniens du pays, tenons les forces d'occupation pour entièrement responsables de la mort de Daoud al-Zubaydi. Les forces d'occupation doivent nous remettre le corps du martyr immédiatement. Tout retard aura de grandes conséquences sur la sécurité dans cette région. La famille du martyr a une longue histoire de résistance et a longtemps soutenu tous les militants de Jenin tout au long de l'histoire palestinienne. Elle a un large éventail de partisans et est admirée par tous les Palestiniens. Je pense donc qu'il serait stupide de la part des forces d'occupation de retarder la remise du corps du martyr. Et une question majeure revient à chaque commémoration de l'Anakba, le sort des réfugiés palestiniens. Cette population estimée à plus de 5 millions réclame le droit au retour depuis 7 décennies. Mais ce droit reste otage des manœuvres politiques et sans solution définitive. Amin Touta. 74 ans d'exode et un droit de retour en sursis. Tel est le constat de plus de 5 millions de Palestiniens exilés depuis la Nakba et les 7 décennies du conflit. Rien que pour l'année 1948, date de la création de l'État sioniste, environ 850 000 Palestiniens qui constituaient à l'époque 61% de la population ont été forcés à quitter leur foyer vers les zones internes en Palestine en premier lieu et quelques pays arabes limitrophes. Un flux migratoire qui s'est intensifié après la guerre de 1967 lorsque 460 000 Palestiniens ont pris à nouveau le chemin de l'exil. Aujourd'hui, les déplacés se trouvent dans les 3 pays arabes voisins, la Jordanie, le Liban et la Syrie, ainsi que le territoire de Gaza et la Cisjordanie, installés dans 59 camps au total. Ces Palestiniens vivent dans des campements pour les réfugiés avec un statut particulier et sous la tutelle de l'Agence ONURWA, une institution onusienne créée en 1949 avec comme objectif la prise en charge des besoins essentiels des exilés comme la santé, l'éducation et les besoins sociaux. Outre la situation socio-économique précaire et un statut civil défavorable, les Palestiniens concernés par le retour légitime dans leurs terres se voient privés de l'exercice de ce droit, pourtant garanti par les conventions et constitutions internationales, en raison de l'intransigeance de l'occupant et la complicité de la communauté internationale. Et malgré tous ces obstacles, les Palestiniens se trouvant dans les zones d'asile restent attachés plus que jamais au droit au retour. Une volonté exprimée à chaque date de commémoration par des manifestations de Palestiniens, en particulier des jeunes qui ont eu l'exil en héritage. Et pour évoquer ce douloureux épisode de la question palestinienne, nous avons en direct avec nous Mohamed Taleb, spécialiste de la question palestinienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi l'auteur du livre Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle, paru aux éditions APIC. Monsieur Taleb, le droit de retour est sans cesse réclamé par les Palestiniens, un droit laissé délibérément aux oubliettes par les sionistes. Pourquoi ce dossier dérange-t-il à ce point les Israéliens ? Et le droit au retour a été réglementé par la résolution 194 du 11 décembre 1948. Et cette résolution stipulait que les Palestiniens qui ont dû fuir avec la force et par la violence, bien leur maison, etc., avaient droit au retour.
cette résolution a été confortée et renforcée un peu plus avec le protocole de la conférence de Lausanne de 1949. Et ces protocoles ont été signés par l'État d'Israël. Donc ce droit est clairement signifié dans les accords internationaux. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, absolument. Sauf que, disons que il y a eu tout un processus de pour un futur État palestinien aux frontières qui ont été stipulées par la résolution 242 des Nations Unies à l'issue de la guerre de 1967. Et cette résolution n'a jamais été respectée. Et elle n'a jamais été respectée, même pendant les négociations qui ont eu lieu. Mohamed Taleb, devant la série de normalisation, permettez-moi de vous relancer là-dessus. Les revendications palestiniennes, à commencer par la solution à 2 États et le droit de retour, sont en train de mourir l'un après l'autre, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais disons que le problème des Palestiniens, c'est qu'ils ont été un peu piégés par les accords d'Oslo, qui ont fait référence à la résolution 242, mais n'ont jamais fait référence à la résolution 194. Et les Palestiniens et les Israéliens, les Israéliens, on le sait, ils ont toujours opté pour le départ des Palestiniens, forcé ou non, et pour l'expulsion même des Palestiniens. Mais les Palestiniens qui étaient, disons, à la direction de l'OLP, etc., ont accepté un peu légèrement, disons, le fait que les Israéliens ont fait silence sur cette loi 194. Il a été question pendant ces accords d'Oslo et plus tard avec les accords de Camp David, avec les accords de Tabat, avec les accords avec Olmert, etc. Il a été question de réfugiés uniquement, mais pas de résolution 194 qui parlait de tous les réfugiés. Oui. Tandis que il a été question de réfugiés, mais jamais aucun accord n'a abouti. Les Israéliens étaient carrément contre le retour des Palestiniens à leur propriété, à leur terre. Mohamed Taleb, merci pour votre éclairage, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes spécialiste de la question palestinienne et vous êtes l'auteur du livre Palestine, le plus grand hold-up du XXe siècle, paru aux éditions APIC. Et à noter également que ce dossier que nous avons consacré à cette commémoration sera complété à la fin de ce journal par un sujet signé Tinhinan Makassi. Au Liban, 3,9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leurs députés. Un premier test pour les candidats indépendants et groupes d'opposition ayant émergé à la suite d'un soulèvement populaire déclenché en octobre 2019. Le scrutin devrait cependant maintenir le statu quo en faveur des forces politiques traditionnelles. Il s'agit par ailleurs des premières législatives depuis l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth le 4 août 2020, suivie d'une chute libre de l'économie. Iman Merad. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 15 mai au Liban, et ce pour les premières élections législatives organisées depuis le mouvement de révolte de 2019. Le pays des cèdres dévasté par de multiples crises, avec une dévaluation inédite de la monnaie libanaise et un appauvrissement accru de la population, une crise économique classée par la Banque mondiale comme la pire crise au monde depuis 1850. Ce scrutin représente donc l'ultime tentative d'une issue en faveur des groupes d'opposition qui ont émergé à la suite du soulèvement populaire. Les Libanais se sont présentés dans différents bureaux de vote du Liban, à savoir la ville de Marjayoun, Tripoli ou Beyrouth. Tous voient en ces élections un nouveau souffle d'espoir. Le Premier ministre libanais Najib Mikati s'est rendu à Tripoli, dans le nord du Liban, pour accomplir son devoir.
Le président libanais Michel Aoun a pour sa part voté dans la banlieue sud de la capitale Beyrouth, déclarant que l'acte de voter était le devoir de tout citoyen. Par ailleurs, des partisans de l'ancien premier ministre libanais Saad Hariri affichent leur boycott dans une piscine gonflable installée au beau milieu de la rue pour poinçonner leur non-participation à ces élections législatives. Pour rappel, Saad Hariri, le principal leader sunnite, avait annoncé fin janvier dernier son retrait de la vie politique et a appelé en mars son parti à boycotter les législatives. Selon les experts, le scrutin devrait cependant maintenir la même situation politique, en l'occurrence en faveur des forces politiques traditionnelles, essentiellement à l'origine de la pire crise socio-économique que traverse le Liban depuis 2019. Et l'heure est au dépouillement au Liban, en attendant l'annonce des résultats définitifs demain. Il y a eu vote ce dimanche également en Somalie. Les parlementaires iront finalement au deuxième tour pour élire un nouveau président. Un scrutin attendu depuis plus d'un an dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique, confronté à l'insurrection des Chebab et à une sécheresse historique. 39 candidats en lice, dont le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo. Le processus de paix au Mali, cette fois évoqué à Alger par l'ambassadrice américaine Bissa Williams, qui effectue une visite en Algérie en tant que représentante du Centre Carter et qui tient le rôle d'observateur indépendant de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La responsable américaine a mis l'accent notamment sur les efforts de l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale. Sur les efforts du Mali. C'est aux Maliens de régler le problème. Et je crois que ça serait la première chose que les Algériens me diraient. C'est très difficile qu'un pays extérieur règle les problèmes d'un autre. Mais l'Algérie a une influence et a une expérience et une connaissance de comment gérer et comment aider à faire comprendre les parties qui ont des différends. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie essaie d'être l'arbitre. Par ailleurs, la responsable américaine est revenue sur la position de la France à l'égard du conflit au Mali, relevant que plusieurs parties, notamment l'Union européenne, travaillaient à un apaisement, que ce soit entre Paris et Bamako ou entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Dans ma connaissance, les pays individuels de l'Union européenne ne sont pas tous d'accord avec la perspective de la France. Et ils ne sont pas tous d'accord avec la perspective même en Bruxelles. Et il y a les différends entre eux. Mais comme entité Union européenne, il faut qu'ils parlent avec une voix. Mais individualisés, ils ne sont pas tous dans le même chemin. Et il y a dans l'Union européenne des pays qui s'inquiètent beaucoup et qui cherchent la manière d'entrer, la manière d'aider à une diminution de la tension avec la France, mais aussi une diminution de la tension entre le Mali et le CEDEAO. Dans l'actualité également, la Finlande a annoncé ce dimanche sa candidature historique à l'OTAN avant une réunion décisive en Suède en vue d'une probable demande d'adhésion simultanée de ces deux pays, conséquence directe du conflit en Ukraine, malgré une hostilité de dernière minute de la Turquie. Naïla Hamouda. Une nouvelle ère va-t-elle s'ouvrir pour la Finlande ? Après cette décennie de neutralité, Helsinki pourrait tourner la page du non-alignement militaire en demandant une adhésion à l'OTAN. Les pays membres disent que les choses vont bon train pour trouver un consensus sur l'intégration de la Finlande. Aujourd'hui, le président de la République et le comité gouvernemental en charge des questions de politique étrangère ont conjointement décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière rencontre ici le 24 février. C'est un jour historique, une nouvelle ère s'ouvre. La Turquie semble changer d'avis.
Après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait exprimé des réticences à l'élargissement de l'OTAN, son ministre des Affaires étrangères précise que les négociations sont possibles. La grande majorité du peuple turc est contre l'adhésion des pays qui soutiennent le PKK et de l'YPG. Ils nous demandent de bloquer cette adhésion, mais ce sont des questions dont nous devons parler bien sûr avec nos alliés de l'OTAN, ainsi qu'avec les pays que vous venez de mentionner. Les forces armées finlandaises sont en grande partie intégrées à l'alliance avec l'OTAN. En cas de consensus, l'adhésion d'Helsinki serait rapidement validée. Avec la demande de la Finlande d'adhérer à l'OTAN, la Suède risquerait de lui emboîter le pas. Cela aurait pour conséquence d'élargir les frontières de l'OTAN avec la Russie, chose que Moscou refuse et dénonce depuis des mois. Aux États-Unis, je vous le disais en titre, un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu hier dans un supermarché de Buffalo dans l'État de New York, faisant au moins 10 morts, dont une majorité d'Afro-Américains. Une énième tuerie aux motivations raciales. Nouhad Belkhadam. C'est vêtu d'une tenue militaire et lourdement armé que le tueur a pénétré dans le supermarché Tops de Buffalo pour y commettre son carnage, faisant au moins 10 morts et 3 blessés, dont une majorité d'Afro-Américains. Une tuerie qu'il a partagée en direct sur le réseau social Twitch. Qu'est-ce qui a motivé Peyton Gendron, 18 ans, à commettre ce crime? Le FBI enquête sur cette affaire comme étant un crime de haine et une affaire d'extrémisme violent à motivation raciale. Le jeune homme a été déféré devant le tribunal municipal du centre-ville de Buffalo. Il est accusé de meurtre au premier degré, ce qui implique une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Retenez bien ceci, nous allons vigoureusement poursuivre toute personne qui partage les idéaux professés par d'autres suprémacistes blancs et la façon dont les réseaux sociaux surenchérissent. La haine alimentant la haine sur ces plateformes, il faut que cela cesse. Il ne s'agit pas de la première attaque à caractère haineux aux États-Unis. En 2019, un homme d'extrême droite avait tué 23 personnes, en majorité des Mexicains, à El Paso, au Texas. En 2015 aussi, le pays était touché par la tuerie de Charleston. Un suprémaciste blanc avait fait 9 victimes afro-américaines dans une église de Caroline du Sud. Et un mot de cinéma pour terminer. Le Festival de Cannes renoue avec ses traditions calendaires et retrouve le printemps, sa saison habituelle, après 2 ans d'absence due au Covid-19. Le fameux tapis rouge sera déroulé du 17 au 28 mai pour sa 75e édition qui accueillera les plus grandes stars du 7e art. En pleine préparation, la ville s'apprête à accueillir des milliers de visiteurs. Une occasion de rouvrir les portes au tourisme après 3 années compliquées. Pour nous, ça fait déjà un bon départ pour le festival. On est à 2 jours de l'ouverture. Mardi sera aussi une grosse journée pour la pose du tapis. Voilà, on arrive au bout en fait pour nous, après 3 semaines de montage. Un peu d'anxiété, hein, c'est 30 000 personnes qui vont débarquer. On est prêt, la mairie vient de tout refaire, toute la place, etc. Donc on espère que ça va bien se passer pour le public. Et c'est la fin de ce journal. Merci et à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Ne manquez pas tout de suite un dossier consacré à la Nakba, 74 ans d'apartheid, d'injustice et d'épuration ethnique. C'est signé Tinhin El Makassi.